Au début des années 1920, le monde était fasciné par le phénomène du roi Toutankhamon. Un archéologue britannique du nom de Howard Carter a fait la découverte de la tombe du jeune pharaon dans la vallée des rois en Égypte en 1922. Mais l'intérêt du public ne se limitait pas à l'or et aux bijoux découverts. La presse a largement couvert la malédiction des pharaons. Mais était-elle fondée? Une ancienne malédiction était-elle vraiment responsable des morts inexpliquées survenues à chaque incursion dans les pyramides? À l'époque, c'était la seule explication pour une série de décès mystérieux. L'un des hommes présents lors de l'ouverture de la chambre funéraire de Toutankhamon, George Herbert, le 5e comte de Carnarvon, n'a survécu que 5 mois après cette découverte. Il avait également financé les fouilles. Arrive ensuite Sir Arthur Conan Doyle. Vous le connaissez probablement, l'écrivain anglais qui est derrière Sherlock Holmes. Il avançait qu'un élémentaire maléfique était responsable du décès de l'explorateur. Il devait sûrement plaisanter? Hélas, non. Les journaux ont continué d'associer la malédiction des pharaons à chaque décès d'égyptologues. Comme leur nom l'indique, ce sont les scientifiques qui étudient les anciennes cultures égyptiennes. L'archéologue qui a ouvert la tombe du roi Toutankhamon est décédé 17 ans après la découverte. Malgré cela, des journalistes du monde entier ont continué à évoquer une malédiction, ce qui commençait à friser le ridicule. La science devait pourtant fournir une explication rationnelle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qu'elle a fait. Et elle était liée à la présence de moisissures communes. Des champignons nocifs, tels que l'aspergillus, peuvent survivre pendant de longues périodes dans des tombes scellées. Aujourd'hui, les médecins pensent que c'est ce qui est arrivé aux malheureux explorateurs il y a plus d'1 siècle. Les scientifiques savent maintenant que ce type de champignon prospère particulièrement bien sur les céréales. Or, la tombe de Toutankhamon était remplie d'offrandes sous forme de paniers remplis de céréales crues et de pain. Les chercheurs ont également trouvé d'autres variétés de champignons sur les anciennes momies égyptiennes. Ces moisissures peuvent entraîner de graves complications pour les êtres humains. Le danger inhérent aux matières organiques en décomposition est bien réel. Il suffit de regarder à l'intérieur de votre réfrigérateur. Tous les restes de nourriture commencent à se décomposer après seulement 3 à 4 jours. Vous pouvez donc imaginer ce qui se produit avec de la nourriture dans une chambre scellée pendant des milliers d'années. La nourriture n'est qu'un type de matériau organique. Le bois en est un autre. Lorsqu'il est exposé à l'eau ou à l'humidité de l'air, il commence également à se détériorer. Il n'est pas nécessaire de se rendre en Égypte pour observer les effets de ce processus. Tout bâtiment abandonné dans votre quartier peut en témoigner. Lorsqu'un morceau de bois est mouillé et n'a pas moyen de sécher, c'est là que surviennent les dommages. Des champignons aux insectes xylophages, la liste est longue. La pourriture du bois pose un problème structurel considérable, car les poutres et les planchers sont souvent constitués de ce matériau. Il est donc préférable de ne pas pénétrer dans un bâtiment en décrépitude, au risque de facilement perdre pied. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les matériaux de construction ont évolué depuis l'époque des pharaons, mais les risques associés ont également changé. Un exemple frappant est l'amiante. Jusqu'aux années 1970, cette substance était largement utilisée dans de nombreux matériaux d'isolation domestique, des chaudières à l'insonorisation. Dotée de microfibres, l'amiante offrait une isolation thermique remarquable. Cependant, les États-Unis ont interdit son utilisation en 1989, suivi par l'Europe la décennie suivante. Cette décision a été motivée par le risque pour la santé que représente l'amiante lorsqu'il est endommagé. L'inhalation de ces fibres peut entraîner de graves problèmes de santé, et les structures abandonnées regorgent souvent de ce matériau, sans personne pour en assurer l'entretien. Vous comprenez maintenant le danger encouru. Un autre matériau fréquemment rencontré dans les anciens bâtiments est le plomb. Les Romains de l'Antiquité utilisaient des tuyaux de plomb pour acheminer l'eau des sources jusqu'à leurs habitations. Et ils utilisaient également des ustensiles de cuisine en plomb, ce qui n'était probablement pas la décision la plus avisée. En effet, le plomb et l'eau ne font pas bon ménage en raison d'un phénomène appelé corrosion. Mais ce problème n'est pas uniquement historique. Les autorités américaines n'ont interdit l'utilisation de tuyaux en plomb qu'en 1986. Ce qui signifie que 7% des foyers américains utilisent encore des conduites d'eau faites de ce métal. De plus, jusqu'au milieu des années 1960, la peinture au plomb était couramment utilisée pour revêtir les boiseries. Dans les bâtiments abandonnés, cette couche de peinture s'est depuis longtemps écaillée, exposant ainsi la poussière de plomb, que toute personne qui manipule des portes et des fenêtres risque d'inhaler. Les particules de poussière sont au moins visibles à l'œil nu, ce qui n'est pas le cas du monoxyde de carbone. Ce gaz est incolore, donc impossible à voir, et inodore, donc impossible à sentir. Il est donc difficile de détecter une fuite de monoxyde de carbone. Comment ce gaz dangereux s'échappe-t-il généralement?
en raison d'un mauvais entretien. Or, les bâtiments abandonnés ne bénéficient d'aucun. Ainsi, alors que vous explorez une vieille usine, vous pourriez subitement ressentir des étourdissements et de terribles maux de tête. Ce ne sont là que quelques-uns des symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone, parmi les plus bénins. Mais quelle en est la source? Il suffit qu'une vieille chaudière cède enfin après des années de négligence. Nous nous heurtons à une question cruciale. Quel est le principal déterminant de la qualité de l'air à l'intérieur d'une pièce? Si vous pensez à l'oxygène, vous faites fausse route. En réalité, les niveaux d'oxygène ne diminuent que de 0,3% en 8 heures dans une pièce hermétiquement close. Cette diminution est encore plus minime dans des conditions normales, où les portes et les fenêtres ne sont pas scellées. Ainsi, l'oxygène n'est pas le principal souci. Ce sont plutôt les niveaux de dioxyde de carbone, ou CO2, qui augmentent considérablement à l'intérieur d'une pièce fermée. Cela découle directement de la respiration humaine. Nous inhalons de l'oxygène et expirons du CO2, qui devient ainsi un gaz résiduel. Normalement, il ne représente qu'une infime fraction de l'air que nous respirons, soit 0,04%. Toutefois, dans une pièce close, des niveaux élevés de dioxyde de carbone peuvent entraîner la somnolence. Et c'est la dernière chose dont vous avez besoin lorsque vous vous trouvez dans un édifice délabré. Le dioxyde de carbone réduira votre capacité à penser clairement. Une étude intéressante menée par des chercheurs de Harvard en 2016 en témoigne. Ils ont invité des employés de bureau à venir travailler pendant 6 jours consécutifs pour effectuer un test de résolution de problèmes. Au cours de la semaine, les niveaux de dioxyde de carbone ont été progressivement accrus dans ce bureau fictif. Les résultats du même test se sont détériorés au fil du temps. Bien sûr, de nombreux facteurs entrent en jeu, mais les niveaux de CO2 ont indéniablement eu un impact sur la capacité des travailleurs à résoudre les problèmes. Cette étude s'est déroulée dans un environnement de bureau typique, et non dans un bâtiment en ruine où les visiteurs doivent surveiller chacun de leurs pas. Quand je parle de visiteurs, je fais vraiment référence à des intrus. Et l'intrusion constitue un délit, applicable tant aux propriétés privées que publiques. Si vous enfreignez la loi, vous pourriez faire face à une amende pouvant atteindre 15 000 €, voire une peine de prison. Voilà qui devrait vous faire réfléchir à 2 fois, avant de sauter par-dessus une clôture portant un panneau d'interdiction. De plus, vous pourriez ne pas être seul à l'intérieur. Vous ne saurez jamais qui d'autre se trouve dans le bâtiment. Peut-être une personne mal intentionnée. Qui sait? Cette menace n'est pas nécessairement représentée par une personne. Les animaux peuvent aussi être dangereux. Vous seriez effrayé de rencontrer un rat, par exemple. Mais le pauvre animal serait tout aussi effrayé et pourrait vous mordre. Les rats peuvent transmettre une liste assez longue de maladies. Mais leurs dents peuvent également causer d'autres dommages. Comme elles poussent constamment, les rats doivent constamment ronger pour les empêcher de devenir trop longues. Si vous avez déjà eu une petite fringale tardive, vous comprenez ce sentiment. Les câbles électriques sont souvent la première cible des rongeurs et les bâtiments abandonnés en regorgent. Le vieux câblage est déjà dangereux en soi. Les structures érigées avant 1984 utilisaient souvent des fils en aluminium. Aujourd'hui, le cuivre est préféré, car un fil en aluminium a 55 fois plus de chances de prendre feu qu'un fil en cuivre. Un simple geste, comme actionner un interrupteur dans un bâtiment délabré, peut vous coûter la vie. Soyez attentifs aux signes révélateurs que quelque chose ne va pas. Des lumières qui clignotent, des étincelles au niveau des prises ou une odeur de fumée. De plus, ne comptez pas sur une prise de terre pour vous protéger de l'électrocution, car celles-ci ne sont devenues la norme qu'à partir des années 1960.